Salut la gang, bienvenue à Sur la piste du crime, un podcast assez bon, tu sais, pas pire, là. Tu recommandes peut-être ça au café à la job. C'est comme correct quand il n'y a rien d'autre à écouter, tu mets ça, puis fait que tu nous écoutes parler. Où que ça sort, ça, là? J'ai écrit ça, il y a peut-être 15 minutes, là. Ouais. Podcast médiocre. On essaye, mais pas trop fort. On the top. Fait que, moi, c'est René, puis la belle voix avec moi, c'est... Faut que tu dises ton nom. Depuis quand? Ben, depuis que, comme, je set up que tu dises ton nom. Non, mais c'est pas d'habitude, c'est toi qui me présente. Moi, mais là, c'est comme, je checkais si t'écoutais, là. René, depuis quand je t'écoute? Ouch! Non, mais c'est vrai. Depuis quand? Double ouch. OK. Moi, c'est Mireille. D'habitude, René me fait un petit compliment puis il me présente. Là, j'ai pas le compliment aujourd'hui. Tu fais pitié. Ah. Moi, te faire 2 compliments la prochaine fois. OK. OK? Vous avez tout compris, hein? Il me doit 2 compliments. All right. René, est-ce qu'on a des shout-outs aujourd'hui? Oui. J'ai une couple de shout-outs à faire. Premièrement, shout-out à mon ami Phil Lavidange, qui m'a fait apprendre que le journal Le Droit, c'était à Gatineau, c'est pas à Montréal. Comme loser friend, oh my God. T'es donc méchant. Non, Phil, il va comprendre. Ah, OK. He can take it. OK. Shout-out à Jessica, qu'on connaît depuis notre adolescence, puis qui était, je suis pas mal certain, la première fan sur Facebook. Ah, oui. Hi, Jess. Puis un dernier shout-out. Shout-out à tous les gens originaires de Capscasing comme nous qui nous ont contactés pour nous dire qu'ils connaissaient pas pantoute l'histoire de Resort ou ben non, qui ont appris que leur mononcle, leur père, leur grand-père, etc. étaient parmi les grévistes le soir de la fusillade. Ça montre juste à quel point l'histoire a été cachée ici dans notre communauté. Oui, il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils aimeraient parler à leur grand-père ou à leurs parents à propos du Resort, juste pour savoir s'ils en ont vraiment fait partie ou s'ils se souviennent de quelque chose. Comme la photo que j'ai mis des grévistes qui sont dans le cinéma, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour dire qu'il avait trouvé des membres de sa famille dans la photo. Ça, c'est cool. Oui. As-tu été Tarla? Ouais, Mireille, pour toi aujourd'hui, j'ai un tarla, mais c'est un peu différent. C'est un tarla du US of A. Hein? On reste toujours au Canada d'habitude. What's going on? Oui, mais ça se déroule au Canada, fait que ça compte, je pense. Ah, OK, Je peux m'en servir. Yay! OK, c'est beau. Donc, tarla du US of A. La PPO arrête un citoyen américain après une plainte du public. La PPO de Parry Sound West, avec l'assistance de l'Agence des services frontaliers du Canada, a procédé à l'arrestation d'un citoyen du US of A, des États-Unis d'Amérique, suite à une plainte du public. Le 8 juillet 2024, des membres de la PPO Parry Sound ont répondu à un signalement concernant une personne suspectée qui criait derrière un commerce à Parry Sound. Oh, c'est vraiment récent ton affaire, là. Oui, ça vient d'arriver. Ça fait 2 jours. Les agents se sont rendus sur place et ont parlé avec un individu qui s'est identifié comme américain. Les agents ont alors contacté la SFC pour vérifier si cette personne était entrée illégalement au Canada. Et puis, guess what? Non. La SFC, c'est les services frontaliers, là. OK. Résultat de l'enquête, Jeremy Matthias, 37 ans de New York, a été arrêté en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Mais vraiment, il a fait quoi? Il était juste en train de crier en arrière de building? Oui, c'est ça, il criait en arrière d'un building puis s'est fait prendre comme immigrant illégal. Ben, c'est bien sûr. Ben, c'est ça, je dis. C'est un tarlat du US of A. OK, aïe. Wow. T'imagines-tu la scène? C'est comme, il y a Jérémy, 37 ans, puis il est derrière genre un Dolorama. « Je suis américain! Puis là, les polices arrivent puis ils demandent « Monsieur, avez-vous votre passeport? » Puis Jérémy, il est comme « Hein? Un passe quoi? » Un passe quoi? Ah. Ouais, OK. All right, let's go, Mireille. Hit me with your cas de crime. OK. Où est-ce que c'est que la piste nous mène à soir? La piste nous mène en 1916. J'ai été inspirée de ton cas de Resort pour te raconter la bataille des épingles à chapeau. Ouh, ça sonne intéressant. Tu sais quoi? Je pense que oui, mais en conversation de même, j'oserais pas dire rien parce que non.
On n'a pas entendu parler tellement en gros détail. Hein? J'en connais pas assez, non? Non, OK. OK, ben je vais te dire mes sources tout de suite parce que j'ai tendance à oublier mes sources tout le temps. Là. All right. Donc, Historica Canada, Ici Toronto, Radio-Canada et Idélo TFO. Nous sommes le 4 janvier 1916 et les Canadiens sont en guerre depuis près de 1 an et demi. Je parle bien sûr de la Première Guerre mondiale, mais en Ontario, une autre guerre commence. Ouh, spooky. Donc, selon Environnement Canada, il faisait extrêmement froid en janvier 1916. À Ottawa. Oui, exactement. Mais j'écris entre parenthèses. Mais en janvier au Canada, il fait tout le temps froid anyway. Ce matin-là, 120 parents déterminés marchent vers l'école de leurs enfants. C'est une grosse bâtisse en briques sur la rue Murray, près de la rivière des Outaouais. Tu sais où ça, la rue Murray, toi? Non. Non? Comme j'ai vécu à Ottawa, mais j'ai jamais passé beaucoup de temps comme dans la vieille partie de la ville, dans le centre-ville, fait que je connais pas ça. Ah, OK. Je pensais que tu connaissais tout Ottawa. Non. J'étais pas sorteux, moi j'allais jamais downtown. OK. Quelques femmes ont apporté des épingles à chapeau. Tu sais quoi, des épingles à chapeau? Non, Flair, tu me l'expliques. Ben, dans ma tête, ça a l'air à des aiguilles à tricoter, mais c'est pas nécessairement ça, là. C'est des épingles longues pointues qu'elles utilisent pour tenir leur chapeau sur leur tête. OK, je pense que j'ai déjà vu ça. Moi, je pense comme pas. Dans des photos, dans des vieux films, peut-être? Peut-être dans des... Ouais, peut-être. Je pense plus que ça se fait aujourd'hui, là. Non, je veux pas dire que je vois ça comme genre dehors aujourd'hui. C'est ça. Donc, c'est ça. D'autres ont apporté des rouleaux à pâte, des ciseaux et des poêlons en fonte. Les poêlons? Des poêlons en fonte. C'est comme la foule choquée là, qui s'en vient. Là. Exactement. comme dans La Belle et la Bête, là. Ben, c'est ça l'image que j'avais. Oui. Je pense plutôt que je m'imaginais peut-être une scène des Simpsons, mais ouais. Ah, OK. Et elles sont prêtes à les utiliser si nécessaire. Peux-tu t'imaginer manger un coup de poêlon? Un coup de cast iron dans le front. Oui, mais c'est ça, des poêlons en fonte. C'est justement des cast iron. Bientôt, elles arrivent à l'école des gigs. Et c'est là que commence la fameuse bataille des épingles à chapeau. Cette confrontation était inévitable, motivée par l'injustice. L'injustice envers la communauté franco-ontarienne qui demande le droit à une éducation en français. La bataille des épingles à chapeau reste gravée dans l'histoire des franco-ontariens. Un moment où de nombreuses femmes ont participé, mais où les sœurs Diane et Béatrice Desloges se sont particulièrement démarquées parmi tant d'autres. René, c'est qui les sœurs Desloges? Non, je me sens mal de pas le savoir. Non, ben moi non plus je le savais pas, sens-toi pas mal, moi non plus je le savais pas. C'est qui ça, les sœurs Desloges? Donc les sœurs Desloges sont nées à Ottawa à la fin des années 1800. Elles ont eu une enfance typique pour l'époque, et elles fréquentaient une école française, l'école normale d'Ottawa. Fait qu'il y avait une école française? Oui. OK. Où elles ont obtenu leur diplôme d'enseignante. Apparemment que si tu voulais devenir enseignante, c'est là que t'allais. Ouais, fallait pas que ça ait marié, j'imagine. Et une fois que t'es marié, t'as plus le droit d'être enseignante. On va y revenir à ça. Foreshadowing. Oui. Après la fin de leurs études, elles sont parties chacune de leur bord pour travailler dans diverses écoles à travers l'Ontario. Pour être ensuite réunies en septembre 1915, lorsqu'elles ont toutes deux été engagées comme enseignantes à l'école des gigs, dans un quartier de la ville d'Ottawa. Construite en 1904, l'école Gig était la plus importante école francophone de la province. Mais lorsque les sœurs Desloges ont commencé à y travailler, il leur était interdit d'enseigner en français à leurs élèves. Mais pourquoi? C'est à cause du règlement 17. Maudit règlement 17. Ça, tu n'as entendu parler parce que tu en as parlé dans ton cas de Resort, puis c'est ça. Mon cas est inspiré du cas de Resort. Mais mon cas, il est pas aussi... il est beaucoup plus vieux, ça arrive avant, évidemment. Il est beaucoup plus vieux. Le règlement 17 est un événement marquant de l'histoire des Franco-Ontariens.
un épisode tragique de leur parcours. Imposé par le gouvernement de l'Ontario en 1912, ce règlement visait explicitement à limiter l'enseignement du français dans les écoles de la province. Gang de Français, vous pouvez plus parler français. C'est ça. On veut vous assimiler. Oui, exactement ça. Ça a marché. Tout a débuté lorsque, sous la présence de Francis Walter Merchant, inspecteur général des écoles ontariennes, sa commission a publié un rapport indiquant que la qualité de l'enseignement en anglais était insuffisante dans les écoles bilingues. Ce rapport proposait des recommandations, soit de renforcer la formation des enseignants et d'introduire davantage d'enseignement en anglais. OK. Fait ils ont des écoles bilingues, puis là, lui, il est pas content qu'on n'enseigne pas assez bien l'anglais dans les écoles bilingues. C'est ça. Bon. C'est ça. C'est pas correct. Les enfants francophones ne parlent pas assez anglais. Donc, ils veulent plus d'anglais. Bon. Plus d'enseignement en anglais parce que les Français comprennent pas assez. Le more English. Le more English, oui, le more English. Mais pendant cette période, il y avait de plus en plus de francophones dehors du Québec. Plus spécifiquement en Ontario, où la population continuait d'augmenter. En 1912, les francophones marquaient 10% de la population ontarienne. Ça, c'est plus qu'aujourd'hui, je pense. Tu penses que... Moins de 10% de francophones aujourd'hui. Oui? Je pense que oui, en Ontario. Puis avec la magie du montage, on va le trouver. OK, donc merci tapageur. Ouais, eh bien, on est de retour après la magie du montage. Et puis, j'avais tort. Il y a 11% de francophones en Ontario. Donc, c'est ça. René avait pas raison. C'est quand même pas beaucoup. Je pensais que c'était plus que ça. Mais tu vois, moi, je pensais que c'était beaucoup moins. Donc, eux autres marquaient 10% de la population ontarienne. Les Franco-Ontariens forment une communauté historiquement unie et fière de sa langue et de son identité. À la fin du 19e siècle en Ontario, les mots French Catholic étaient utilisés comme une insulte, genre gang d'ignorants. Pas éduqué, brut. Pas éduqué, ouais, c'est ça. Comme mes bûcherons, là. La même chose, c'est la même chose. Puis je pense que, ouais, c'est ça, je le dis, là, ici, là. La communauté francophone, ou les Frenchies, comme les appelaient les anglophones, avait seulement un statut de colonisateur au Canada et faisait face à des gros défis pour s'en sortir. Comme René nous a raconté dans l'épisode 7 de Resource Citing, les Franco-Ontariens ont été exploités et vus comme des citoyens de seconde classe pour bien longtemps. Right? C'est comme toi, tu disais, dans Resource, c'est juste des colons, right? Puis, même en cours, quand on dit colon, là. Colon, c'est un insulte. C'est un insulte. Ouais, on dit bien colon. Dans notre région, ouais. Mais ça vient de colonisateur. T'es un colon, t'es un quoi? C'est comme si on a pris le terme et on l'a approprié un peu. C'est niaiseux, là. Puis là, on l'utilise pour insulter les tarlats. C'est quasiment à dire t'es un bûcheron, dans le fond. C'est méchant, je me dis plus ça. Ben, je me souviens à un certain point à l'école, là, d'un cours d'histoire, où c'est que le prof, il se fait comme un gros fun de t'expliquer que colon, ça devrait pas être un insulte. Puis, tu sais, c'était quelqu'un qui travaillait fort, puis qui a défriché sa terre. Puis... C'était un colonisateur, mais à chaque fois qu'il disait les colons, nous autres, on était... on riait, là. Hein? On trouvait ça donc drôle. En tout cas, face à l'inquiétude perçue par la majorité anglophone, le gouvernement canadien décide de prendre des mesures. Lors de la Confédération en 1867, il a été officiellement décidé que le français et l'anglais seraient les deux langues principales du pays. L'objectif était que les deux communautés ne se contentent pas de partager le pays, mais qu'ils finissent par s'entendre. Mais, qu'est-ce que tu penses? Même si c'est écrit dans la Constitution, ça veut pas dire que ça va arriver. Hein? Que les deux communautés s'entendent, les Anglais et les Français. Les relations entre francophones et anglophones ont été très difficiles au début. Il y a eu beaucoup de luttes et de problèmes concernant la reconnaissance et le respect de chaque groupe sur le territoire. Mais c'est qu'aussi, dans ce temps-là, le gouvernement fédéral est beaucoup moins puissant. Les provinces, ils ont beaucoup plus d'autonomie à agir puis à passer leurs propres lois. Puis ton cas, c'est un exemple de ça. C'est le gouvernement ontarien qui passe des règlements pour interdire l'instruction du français. Oui, c'est ça. Fait que même si il y a des provisions fédérales pour dire que le pays est bilingue, la province n'est pas obligée d'être bilingue.
Ben, je pense pas que toutes les provinces sont bilingues, même aujourd'hui. Il y a juste le Nouveau-Brunswick qui est bilingue, Ouais. il me semble. Comme Ontario, c'est pas bilingue. Non, puis le Québec non plus. Non, hein? Non. Ah! Hey, c'est grave, c'est vraiment grave. La présence francophone en Ontario remonte à des siècles, mais ce n'est qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle qu'un grand nombre de francophones a commencé à s'installer dans la province. Principalement à l'est et au nord-est, près du Québec. C'était surtout des fermiers du Québec cherchant des terres fertiles, des mineurs à la recherche du nickel à Sudbury et de l'or à Timmins. De plus, beaucoup ont été attirés par l'industrie forestière de la province, comme le moulin de pâte et papier à Kapuskasing. Shout out encore René! Resource Sighting, épisode 7. Épisode 7. Malgré une augmentation de la fréquentation scolaire des enfants francophones à travers la province, leurs taux d'alphabétisation sont restés plus bas que la moyenne canadienne tout au long du 20e siècle, principalement en raison des conditions environnementales et économiques. C'est triste, ça. Ils sont moins éduqués. C'est ça, ils sont moins éduqués. Comme moi, je l'ai dit plusieurs fois dans l'épisode 7, j'avais pas comme vérifié aucun numéro, mais comme tu es en train de le confirmer. Là, En étudiant d'autres cas, on trouve exactement la même chose. C'est super triste. Oui, nos pauvres grands-pères et arrière-grands-pères. Oui. Et arrière-grand-mère aussi. Là. Oui, ils restent moins éduqués, puis à cause des conditions environnementales et économiques. C'est triste, c'est vraiment triste. Beaucoup lâchaient l'école de bonne heure pour aller aider leurs parents ou trouvaient ça juste trop difficile. Imaginez aller à l'école et rien comprendre de ce que votre enseignante dit. Ça parle en anglais à journée longue, puis ils comprennent pas. Ils comprennent pas, ça fait qu'ils font juste lâcher l'école. C'est normal que le taux d'alphabétisation soit bas. C'est juste normal. Surtout, mettons, que t'as pas commencé l'école quand t'étais tout petit. Ouais, ils commençaient pas aussi jeunes qu'aujourd'hui. Non. Puis souvent, comme quand tu parlais à des grands-parents, ils sont comme, ils commencent l'école à 4 ans, c'est encore des bébés! Ouais. C'est vrai, c'est encore des bébés pour aussi. Mais tu dis quoi, à 4 ans? Parce que toi, tu as vu ça quand tu étais enseignante. Tu peux envoyer un enfant comme strictement anglophone avec un groupe de francophones à l'école où tu travaillais, puis par la fin de l'année, ils se débrouillent bien. Là. Oui, ils apprennent le français vite. Mm-hmm. Ben, c'est parce que c'est des petites éponges à cet âge-là. Oui, comme juste cette différence-là de tu sais, commencer à 4 ans ou à 6-7 ans, ça fait une grosse différence dans l'apprentissage de la langue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, René, être francophone? Coudon. À l'époque de cette migration venant du Québec, un francophone était une personne dont la langue maternelle était le Allemand. français. Oh, je me suis trompé. Misère. Mais le terme veut aussi dire quelqu'un qui partage la culture, les liens et l'héritage français. Au fil du temps, avec l'arrivée des migrants au Canada, notre compréhension du terme a un peu évolué. Aujourd'hui, il inclut également des gens qui ne parlent pas nécessairement le français comme langue maternelle, mais qui vivent, travaillent ou étudient en français. Et en général, OK, pour moi, là, si t'essayes de parler en français, t'as mon respect. Oui. J'ai absolument rien contre ceux qui parlent anglais, là. Okay? Non, ben, comme dans notre région, c'est majoritairement français. C'est le fun quand les anglophones essayent de parler en français. Donc, si au début du 20e siècle, les francophones étaient une petite minorité de la population ontarienne, mais, comme j'ai dit plus tôt, ne faisaient qu'augmenter, explique-moi pourquoi, René, qu'on interdirait l'enseignement du français dans nos écoles. Exactement pour ça, parce qu'ils commencent à en avoir trop. Ce serait quoi ta théorie là-dessus? C'est exactement ça ma théorie, c'est qu'on va les assimiler avant qu'il y en ait trop, puis qu'on ne soit plus capable de les assimiler. Ça fait du sens. Donc, comment que tu penses qu'ils s'y prendraient? Est-ce que ça serait juste en demandant aux enseignants d'arrêter d'enseigner le français? Ou d'interdire complètement l'école française? T'es pas loin. T'es vraiment pas loin. Ce qui nous ramène au règlement 17. En 1912, le premier ministre de l'Ontario, James Pliny Whitney, a introduit le règlement 17, qui interdisait l'enseignement et l'utilisation du français par les enseignants après les 2 premières années d'école primaire. OK, fait qu'on a le droit à la première et la deuxième année, puis après ça, welcome to third grade, buddy. Ouais, en anglais. Ça, je l'ai dit en anglais. 1 an plus tard,
le règlement a été renforcé pour limiter encore plus la pratique du français. Les sœurs des loges ont commencé à enseigner à Gig en 1915. Les enseignantes pouvaient parler en français juste 1 heure par jour. 1 heure par jour? Juste 1 heure par jour. Donc, scratch that, les 2 premières années, c'est juste 1 heure par jour que tu as le droit de parler, d'enseigner en français. Y a-tu comme quelqu'un qui a une minuterie en quelque part, là? Ça fait dur, hein? Il y a des inspecteurs qui se promènent faire sûr qu'on ne parle pas le français. Oui. Comme là, c'était plus une blague, là, ouais. Oui, il y en avait des inspecteurs, justement. The French inspector. Excuse me, are you speaking French around here? I believe so. I believe I was hearing some French. En tout cas. Malgré ça, durant leurs premiers mois à Gig, Béatrice et Diane ont continué à enseigner en français à leurs élèves, répondant ainsi aux demandes des parents pour l'éducation de leurs enfants. Ben bon. Yeah! You go, girls! Il faudrait que tu les encourages en français, par exemple. Allez, les sœurs! Non, ça fait pas de sens. C'est là qu'on constate que leur engagement envers la francophonie ontarienne et l'enseignement du français était une passion pour elles. Parce qu'ils continuaient, même s'ils se faisaient dire « No way ». Right? Mm-hmm. Des fois, la loi, c'est pas toujours comme la chose morale à faire. Souvent. Surtout dans le temps. Mm-hmm. Mais les autorités étaient très strictes à ce sujet et elles ont fait plusieurs tentatives pour faire peur aux sœurs. On arrête de les payer et on menace de leur enlever leur diplôme d'enseignement. Non, vraiment? Oh yes! Oui. Ça fait dur, hein? Le gouvernement fait tout son possible pour arrêter l'éducation en français. Si tu continues d'enseigner en français, on arrête de te payer puis on t'enlève ton diplôme. Aïe aïe. C'est pire que je pensais. C'est grave, hein? Béatrice et Diane n'étaient pas les seules dans cette situation. Malgré le règlement 17, plusieurs enseignantes en Ontario ont continué d'enseigner en français. Ces écoles sont devenues connues sous le nom des écoles de la résistance. Oh, I like. C'est des rébellions. Des rébellions. Le rébellion. Puis c'était pas juste en Ontario que ça arrivait. Des règlements semblables existaient dans d'autres provinces partout au Canada à cette époque. Que ce soit en Alberta, en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse. Ces règlements avaient pour but d'éliminer l'enseignement en français. Je savais pas ça, que ça avait été ailleurs non plus, là. Moi non plus. J'en apprends beaucoup. Je t'avais dit, the more you know. Par exemple, en 1871, le Nouveau-Brunswick a adopté des lois interdisant aux écoles d'enseigner le français. Ça, c'est bad, OK? Et ça, surtout aux Acadiens. Ouais, c'est une des communautés comme originales francophones là, de l'Amérique du Nord. Oui, tu peux pas enseigner le français aux Acadiens. C'est vraiment grave. Dans l'Ouest, au Manitoba, en 1890, le gouvernement a supprimé le français comme langue officielle et a fermé les écoles catholiques. Les francophones, en majorité catholiques, ont dû financer leurs propres écoles pour recevoir une éducation française religieuse. Hey, pareil comme en Ontario. En 1916, toute langue autre que l'anglais était totalement interdite pour l'enseignement au Manitoba. N'importe quelle autre langue que l'anglais, non. Ça avait-tu rapport avec comme le rébellion que Louis Riel a mené? Comme ça c'était les droits des francophones un peu, ça aussi? Oui. Oui, mais tu sais quoi, j'ai une bonne question. Va falloir le googler encore tantôt, t'as pas genre? On fera un... Non, tu sais quoi? ça mérite un cas. On fera un cas sur Louis Riel. Ah! Bonne idée. Très bonne idée. Mais retournons en Ontario. Le peuple ontarien a résisté. On ne s'est pas laissé faire. On s'est dit, on va s'assurer que nos enfants vont quand même étudier en français. Donc, le gouvernement, encore plus trou de cul, a créé un nouveau règlement. Le règlement... 17. Nouveau règlement. Un nouveau, excuse. 18. Ah, 18. J'ai jamais entendu parler du règlement 18. Donc, c'était nouveau pour moi, le règlement 18. Le règlement 18 avait pour but de faire peur. C'est un peu, là. Moi, non, attends, là, quoi? Ils ont passé le règlement 17. Oui. Ils ont comme insulté tous les Français avec ça, puis oui. Ils essayent d'enseigner en français. Il y a 1 an qui a passé parce qu'ils ont dit tu peux enseigner pendant la première et la deuxième année à l'école. Ensuite, ils ont dit non, c'est juste 1 heure par jour. Oui. Là, ils passent un nouveau règlement, puis c'est 18. Comme ils n'ont pas fait rien d'autre, il n'y a pas d'autre règlement entre... Là. Non. Comme le gouvernement ontarien, je file comme qu'ils n'ont rien fait entre 17 et 18. Là.
Alors, ils ont dit, clairement, le règlement 17 fonctionne pas parce qu'ils continuent à pas nous écouter. On va passer à un autre règlement, puis on va aller au règlement 18. Oui, je l'aurais nommé comme règlement 32 ou 33, juste pour montrer que j'ai fait d'autres ouvrages entre, là, tu sais. Puis ils se pétaient les bretelles après 17, là. Yes, we're done. Non. 17.0. Ouais. Non, ça n'a pas marché du tout. Le règlement 18 avait pour but de faire peur. On va couper le funding, l'argent qu'on donne aux écoles qui résistent et qui continuent à ne pas suivre le règlement. Puis là, on parle du règlement 17. Donc, si tu suis pas le règlement 17, là, on coupe ton funding. Si tu suis pas le règlement 17, le règlement 18 va te taper ses doigts. Oui, c'est ça. Essentiellement, si vous écoutez pas, on va aller une étape plus loin et on va couper le financement. Une étape plus loin, c'est-tu le règlement 19? Je sais pas jusqu'où qui irait, mais en tout cas. Vous serez bien obligés, selon eux, de ne plus enseigner en français et finalement, l'assimilation sera faite. Ta-ta-da! Parce que dans le fond, c'est ce qu'ils voulaient, un peuple complètement... anglophone. Mais grâce à des enseignantes tête de mule ou entêtées comme les sœurs de loge, ça ne s'est pas passé comme ils voulaient. Elles ont continué de résister au règlement 17. Le premier ministre William Hearst a nommé un nouveau conseil scolaire appelé la Petite Commission. La Petite Commission. La Petite Commission. Afin de faire appliquer le règlement une fois pour toutes, les enseignantes ont résisté. Lorsque les inspecteurs, René, je t'avais dit il y avait des inspecteurs, venaient examiner les classes, les enseignantes étaient averties d'avance. Elles cachaient les livres français et avaient déjà préparé les élèves. Quand ils ont fait des petites mises en scène, genre « OK, les élèves, ils arrivent, rappelez-vous de ce qu'on a pratiqué. » On sort notre anglais. On sort notre anglais, on fait semblant qu'on parle en anglais. C'était comme tout... c'était scripté. Par cœur. Ouais, c'était scripté, ils savaient. Mais malheureusement, en octobre 1915, la commission scolaire congédie Béatrice et Diane de l'école. Non. Et ont engagé des enseignantes anglophones pour les remplacer. Non, Mireille, non. Oui, ils ont jeté à pas. Oui. Lorsque les remplaçantes anglaises sont arrivées, elles se sont retrouvées devant des classes françaises. Non, vides. Il n'y avait pas d'élèves. Yes. Les parents avaient retiré leurs enfants de l'école parce qu'ils voulaient que Béatrice et Diane enseignent à leurs enfants en français et n'importe quel autre endroit possible. Je veux te cheerer, moi, là. C'est comme une game des Canadiens. Go les parents! Yes. Le gros doigt en styrofoam, là. Numéro 1. Ouais. Yahoo! C'est là qu'il y a eu, pour la première fois, des écoles clandestines. Spooky. Où les élèves allaient se faire enseigner dans des sous-sols d'église, par exemple. Les parents n'allaient pas se laisser faire. Mais une cave d'église à l'époque, c'était pas un endroit favorable pour une éducation. Donc, c'est venu renforcer encore plus la rage, l'injustice pour les francophones en ce moment-là. Assez, c'est assez. C'est assez. C'est assez, on est écœurés, on est tannés. Ce qui nous ramène à ce jour froid de janvier 1916. Écœurés des mauvaises conditions dans lesquelles leurs enfants devaient étudier en protestation contre le fait que Béatrice et Diane se sont fait jeter dehors, les parents ont décidé de reprendre l'école Gig. En tout, un groupe de 120 parents, 70 mères et 50 pères ont descendu la rue Murray pour reprendre l'école. Avec des poêlons. Oui! C'était comme un Occupy the School. J'avais hâte qu'on en revienne à cette partie-là. Là. Je voulais faire comme un petit background en même temps, tu sais? Comme un petit... Mais comme que t'as fait avec Resource, si t'aurais commencé avec le shooting, ça aurait pas bien... Tu sais? Oui, ça... T'as besoin de background, là, de pourquoi que le monde sont écœurés, pourquoi qu'on était rendu là. Ça va bien. C'est ça. C'est le fun de savoir où est-ce que ça mène, mais pas savoir comment. C'est vrai. Ils étaient là pour défendre l'école pendant que leurs enfants étaient enseignés en français. Ils montaient la garde à l'extérieur de l'école, sur le trottoir, dans les rues, pour que Béatrice et Diane puissent enseigner à leurs enfants. Le 3e jour de cette occupation, 30 policiers d'Ottawa ont accompagné un fonctionnaire du gouvernement à l'école des Gigs pour empêcher les sœurs d'éloge d'entrer dans l'école et la fermer une fois pour toutes. Maudite école française.
La police est arrivée pour essayer de faire appliquer les règlements mis en place par le gouvernement. Mais ça a provoqué une grosse confrontation. Les sœurs des loges étaient là pour se défendre, résister et pour continuer à enseigner en français. On essayait d'empêcher ces 2 enseignantes d'entrer dans l'école. Mais grâce aux parents, elles ont pu quand même entrer. Des mères francophones se sont choquées, armées de leurs rouleaux à pâte, leurs poêlons en fonte et leurs épingles à chapeau. Elles ont empêché la police d'entrer dans l'école. Un policier a été mordu, un autre a eu un œil au beurre noir. Coup de rouleau à pâte dans la face. Oui. La police et le monsieur du gouvernement se sont fait lancer des mottes de glace. Hey, comme quand Mme Tremblay s'en vient choquée avec son rouleau à pâte, là, tasse-toi de là. Tasse-toi! Hey, des poêlonnes. Pendant ce temps, on a fait entrer les sœurs des loges dans l'école par une fenêtre du côté de l'école. Elles ont continué à enseigner pendant que dehors, la bataille continuait. La police n'a pas eu le choix que de brandir son petit drapeau blanc et le président de la petite commission, Arthur Charbonneau, est entré dans l'école pour essayer une dernière fois de convaincre les parents de sortir. Il n'en était pas question. Les parents ont sorti Arthur Charbonneau de l'école et ont continué à monter la garde pendant 6 mois. Monsieur Arthur Charbonneau? Oui. De la petite commission. C'est un traître? Ouais, oui. Il s'appelle Charbonneau? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il fait sur le bord des Anglais? Oui. Oui. Donc, ils ont continué d'enseigner pendant 6 mois jusqu'à la fin des classes au mois de juin. Ça me fait penser à un cartoon. J'ai vraiment un cartoon en tête, de sortir le monsieur sur le cul, là, tu sais. Non, toi, tu sors de l'école, va-t'en. Et puis, c'est comme les madames avec leur rouleau à pâte, là. C'est vraiment cartoonish dans ma tête. Je sais que comme c'est quelque chose de sérieux, c'est quasiment comique. Oui, moi, depuis tout à l'heure, je me dis, en tant que policier, là, comme j'ai dit, là, tu vois Mme Tremblay s'en venir avec son rouleau à pâte ou bien son poêlon, là. Comme... Oui. Il n'y a rien que tu peux faire. Tu vas pas te tirer dessus, comme ta vie n'est pas en danger. Non, c'est mais elle ça. est choquée, elle est en crise, ça. Comme, tasse-toi de là. Tasse-toi. Oui, hey, voyons. Mais ça a venu quand même assez violent. Mais eux autres étaient 30 avec le petit monsieur de la commission, là. Puis eux autres 120. Tu te tasses. Mais ça aurait pu devenir plus violent. Ça, tu sais jamais. Ça aurait pu facilement virer en tragédie. Oh, oui, il never une chance know. que ça ne l'est pas. Mm-hmm. Après ça, personne n'est retourné pour déranger les sœurs des loges d'enseigner. Leur résistance a inspiré des manifestations d'étudiants partout à Ottawa et à travers la province pour des mois après l'occupation de l'école des gigs. Occupy. Avec les manifestations qui ont suivi, le gouvernement décide finalement d'abolir le règlement 17 dans la région d'Ottawa. Yahoo! Et les épingles à chapeau sont comme devenus un genre de symbole de la lutte pour les droits des Franco-Ontariens. OK, ils ont aboli le règlement 17 Oui! de bonne heure de même? Oui, mais comment ça qu'on n'a pas eu d'école pour un autre comme 60 ans? à un instant. Donc, dans la région d'Ottawa. Mais pour Béatrice et Diane, leur travail d'enseignante a pris fin quelques années plus tard, vers 1920. Je sais pourquoi. Attends un petit peu, je te pose la question, drette là. Pas à cause qu'elles enseignaient en français, mais parce que, René... Elles se sont mariées. Oui, parce qu'elles se sont mariées. Un autre règlement stupide. Le règlement 20. Et que la loi... On n'a pas eu 19. Ah oui, c'est vrai. Mm-hmm. C'est moi qui l'ai inventé, tout à l'heure. Oui. Et que la loi interdisait aux femmes mariées d'enseigner. D'autres bullshit! C'est quoi la logique de ça, là? C'est ça. Une fois que t'es marié, tu peux plus penser, tu n'as pas ça, hein? T'es plus capable de... Ouais. Faut que tu sois un incubateur à bébé. C'est ça, la logique. Ouais. Tu peux plus avoir un métier. Ouais, c'est probablement... T'as pas le droit d'empêcher la famille, blablabla, hein? Ouais. Mais... Le curé va venir cogner chez vous. Ah ben, oui. Absolument. Madame, vous n'êtes pas enceinte. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Mais c'est ça. Donc, une fois marié, c'est too bad for you. Tu peux plus avoir d'emploi, tu peux plus rien faire. Les Sœurs des Loges ont marqué la communauté franco-ontarienne dans ce temps-là, mais aujourd'hui encore. Un peu comme l'a fait Rosa Sparks en Alabama en 1955, en refusant de donner sa place dans l'autobus.
Ça prend du courage et de la détermination. Absolument. Comme, Une chance qu'on a eu ces dames-là. Ils ont fait une différence. oui, hey, tu t'es fait couper ton salaire. Ben, pas juste couper ton salaire, ils ont refusé de les payer. Ils voulaient leur enlever leur diplôme. C'était grave, là. Puis tu sais, ça finit quand même en injustice pour eux parce que ils n'ont plus le droit de faire leur métier s'ils veulent continuer leur vie. Ouais. Ouais, ils ont... C'était comme 5 ans après. Ils se sont mariés, puis c'était that's it. Ouais, tu sais, c'est des femmes, tu vois, qui veulent une carrière, mais comme d'après la société, d'après les lois de ce temps-là, ils peuvent bien que l'avoir comme un petit peu dans leur jeunesse. S'ils veulent se marier, ils peuvent plus avoir leur carrière. C'est ça. Puis c'est pour ça aussi que dans ce temps-là, les seules enseignantes que tu voyais enseigner très, très longtemps, c'était des religieuses. C'était des sœurs. On a entendu des histoires de sœurs. Oui. Avec leur martinet. En 1963, la Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme a été créée à cause des revendications croissantes des Québécois. Ils voulaient que leur langue et leur culture soient partagées officiellement et de pouvoir avoir la chance de participer pleinement aux décisions politiques. La commission est vue comme l'une des plus importantes de l'histoire du Canada. Elle a apporté des changements dans l'éducation en français partout au pays et ces recommandations ont mené à la loi sur les langues officielles de 1969 et à la politique du multiculturalisme de 1971. Excuse, mais comme 69 et 71, là, c'est tard en maudit. Ils ont commencé à construire l'école secondaire francophone ici à Kapuskasing en 1970, je pense. Fait que puis c'est une des premières en province. Oui, puis je fais juste dire que ça leur a pris bien du temps à se déniaiser. C'est juste là que ça commence, ah oui. Sérieusement, les années 70. Ça fait pas longtemps. Ridicule! C'est... en tout cas. Mais la communauté franco-ontarienne n'était pas au bout de ses peines. Malgré la loi sur les langues officielles de 69, les Ontariens français ont dû encore se battre pour leur droit d'étudier en français en Ontario. Oui, on avait nos petites écoles primaires françaises, mais qu'est-ce qu'il y en est de nos écoles secondaires? Ben non, on n'en avait pas. Ici à Kapuskasing, nous avons eu l'Académie du Diouville, comme René nous a expliqué encore dans l'épisode 7. Épisode 7. Mais c'était une école secondaire privée où tu devais payer pour y aller. Beaucoup de gens n'ont pas terminé leur secondaire parce qu'ils ne comprenaient pas assez l'anglais, mais le gouvernement s'est finalement déniaisé après un bout, et c'est seulement dans les années 70, comme qu'on vient de dire, que les francophones de l'Ontario ont commencé à avoir des écoles secondaires de langue française. Au moment où la Commission royale sur le bilinguisme était en cours durant les années 70, 80% des résidents de Penetanguishene, une ville située au sud-est de la ville georgienne en Ontario, étaient francophones. Et pourtant, la ville n'avait pas encore d'école secondaire francophone. 80%, c'est comme ici, ça. Oui. Et mes petits papiers, old school, mes petits papiers. Ouais, Mireille, elle imprime ses cas, pareil comme si ça serait l'ancien temps, là. J'aime ça lire sur du papier, moi. Oui, là. Donne-moi pas un Kindle pour lire. Donne-moi un livre. J'aime ça, tourner des pages. Oui, mais après ça, au montage, il faut que j'enlève ça, moi. Oui, je sais, je m'excuse pour ça, mais j'aime ça tourner mes pages, j'aime ça highlighter des passages, j'aime ça faire des notes. Leave me alone. La seule école, salle de classe qui existait, c'était une classe dans une école anglophone qui existait déjà. Vers la fin des années... Ça, je parle de comme à Penetanguishene. 80% du monde sont français. Et puis, dans toute la ville, t'es en train de me dire qu'il y a juste une salle de classe dans une école en quelque part qu'on peut enseigner en français. Oui. Mais c'est dans une école anglaise. Tabarnak. T'as une école anglaise et tous les jeunes francophones qui veulent être enseignés en français, faut qu'ils aillent dans l'école anglaise, mais ils ont une salle de classe à quelque part dans l'école. Une classe. Il y aura beaucoup de compétition pour entrer dans cette salle de classe-là. Ouais, ça fait dur. Vers la fin des années 70, la demande pour la construction d'une école francophone a été rejetée par le conseil scolaire du comté de Simcoe. Un conseil scolaire anglais. Simcoe DSB, mais... Ensuite, ah oui, tu devais connaître ça, toi, hein? Aucun commentaire. Mais là, on redemande. On fait une demande encore plus loin. Et
La demande a été rejetée par le comité consultatif de langue française du gouvernement provincial. Ceci a conduit à une manifestation de la part des élèves, des parents et des enseignants. Et durant l'été de 1979, ils ont décidé de créer leur propre école, l'école secondaire de la Huronie, également appelée l'école de la Résistance. Oh, On revient j'aime ça. aux aiguilles à chapeau. Je sais qu'il y a des gens qui ont reçu des appels de menaces de mort pendant ce temps-là, René. Comme ceux qui étaient comme, je sais pas si c'était des enseignants ou des gens qui étaient en charge. Il y en a qui laissaient des messages de menaces. Qu'est-ce que ça peut bien te faire, Oui. quelle langue que les enfants apprennent à l'école, pourvu qu'ils apprennent quelque chose? Ah, non, c'était vraiment grave là-bas, là. C'était vraiment pas beau à Penetanguishene à ce moment-là. Donc, pourquoi appelle-t-on ça une école de la résistance? C'est suite à la résistance de la communauté francophone, surtout celle de Penetanguishene, qui a manifesté, qui s'est battue pour faire voir ses droits et qui a permis justement à faire bâtir cette école-là. Mais même une fois que l'école fut bâtie, les francophones ont dû faire face à une forte contestation contre les anglophones. La ville de Penetanguishene a même porté la question devant la Cour suprême de l'Ontario. Ça a été loin, là. Comme il y a du monde qui paye des avocats pour empêcher les Français d'apprendre. La ville! La ville de Penetanguishene! Fait que c'est les taxes. Oui! Les taxes, là, encore, qui payent ça. Là. Mais ça a été refusé. Donc, ils ont essayé d'aller à la Cour suprême pour empêcher d'avoir une école secondaire française. C'est fou, hein? Au début, comme initialement, l'école secondaire de la Huronie était censée être temporaire, mais 55 élèves et enseignants y ont resté durant 7 mois. Mais ils ont réussi le soir du 23 avril 1980. Le premier ministre de l'Ontario, Bill Davis, a accepté finalement de financer la construction d'une école francophone indépendante à Penetanguishene. Et 2 ans plus tard, ça a pris 2 ans, l'école secondaire Le Caron a ouvert ses portes. Mais les autres, ils ont beaucoup de misère parce que, comme ici, là, en 1980, ça faisait quasiment 10 ans que la Cité des Jeunes était ouverte, puis il y avait au-dessus de 1000 étudiants qui étaient là. Comme l'école secondaire ici a rapidement comme dépassé en nombre d'étudiants l'école anglophone. Oui, mais je t'explique pourquoi. OK. Oui, parce que ça me choque, ça, là. Mm-hmm. Il y a bien les autres places en province où c'est qu'il y avait des très grandes écoles secondaires francophones par ce temps-là. Donc, la Cour suprême de l'Ontario, en 1986, a ordonné à la province d'offrir les mêmes enseignements aux élèves anglais qu'aux élèves français, comme la même qualité d'enseignement. OK? Mais les effets à long terme du règlement 17 ont fait beaucoup mal aux élèves. Donc, plusieurs francophones ne savaient même pas comment écrire, lire en français, surtout les parents. C'est difficile d'avoir du monde instruit pour instruire parce que tu avais un règlement contre l'instruction. Who'd have thunk it? C'est ça! Donc là, les parents inscrivaient leurs enfants pareil à l'école anglaise. Ah! À cause que... Parce que l'école française a une mauvaise réputation. C'est ça! C'est des bûcherons qui sont là. Parce que parler français, t'as l'air ignorant. Donc, les parents, eux autres, pensaient bien faire, disaient comme, vont-tu vraiment s'en servir du français plus tard? Ça serait peut-être mieux qu'ils restent dans les écoles anglaises. Donc, les autres, ils inscrivaient leurs enfants dans les écoles anglaises. Ah non. Ça, c'est l'assimilation qui succède. Ouais, puis même qu'il y a un ado qui a dit, j'avais peur qu'on me force à parler en français si j'allais à l'école française. Oh ben là. Oh. On l'entend encore, celle-là. Hein, nous autres, souvent, là, on enseigne, puis en français, on parle français, on est à une école française. Oui, mais comme ces enfants-là sont tellement habitués de parler en anglais. Puis je suis certaine, là, oui, il y avait une classe dans l'école anglaise qui était enseignée en français, mais comment tu penses de jeunes qui ont juste décidé de pas se faire écœurer, qui ont été à l'école anglaise? Là, je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs comme au Québec puis en France. Je vais vous essayer de vous imaginer comme, oui, on est dans une région qui est majoritairement francophone, mais on est quand même, tu sais, dans une province à 90% quasiment anglophone, dans un pays, tu sais, à 75% anglophone, dans un continent en Amérique du Nord, parce qu'on est entouré de, tu sais, 400 millions d'anglais, puis la culture anglophone, puis tout fait. Même si notre région est très française, on
on est inondé par une mer d'anglo-saxons. Là. C'est impossible d'échapper l'anglais là, aussi tant français qu'on peut être dans notre région. Mm-hmm. Puis c'est quand même assez difficile pour nos enfants. On est chanceux d'être ici, là, comme dans le nord de l'Ontario, on parle français. On est beaucoup français. Je suis plus capable de parler, René. Majoritairement. Oh! Majoritairement. Majoritairement? Matérigeurement? Okay. Même si on est majoritairement français, c'est quand même difficile pour nos enfants parce que souvent, ils vont jouer avec leurs amis puis ils vont parler en anglais. Là. Ben, tu sais, ils ouvrent la TV, c'est surtout en anglais. Oui. La musique, c'est surtout en anglais. Les médias sociaux, l'Internet, c'est surtout en anglais. Fait que faut que tu essayes fort d'être francophone ici. C'est un travail à plein temps, être francophone. Oui, puis comment de monde qui sont à la maison puis qui parlent en anglais. Même s'ils sont purement francophones. Absolument. Il y en a beaucoup. En tout cas. Donc, c'est ça. Ça a été une grosse lutte. Ça a été long. Ça a été difficile. Ça l'est encore. C'est pas tout à fait gagné, mais je veux dire, on a fait beaucoup de chemin. En 2016, la première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, a finalement donné ses excuses à la communauté franco-ontarienne. 100 ans plus tard. Exactement. Donc, par rapport à l'impact du règlement 17. Les excuses ont été faites après le 400e anniversaire de la présence franco-ontarienne en Ontario. Et je cite Kathleen Wynne, que la communauté franco-ontarienne a fait preuve d'un remarquable courage et de la ténacité dans sa longue lutte pour s'assurer que la culture francophone fasse partie intégrale de l'Ontario, dynamique et prospère que nous connaissons aujourd'hui. Ces excuses ont été bien reçues par la communauté franco-ontarienne. Parce que, finalement, le gouvernement a reconnu que ce règlement avait un impact sur les franco-ontariens. Plus de 100 ans plus tard, donc plus d'un siècle plus tard, et on parle encore de la bataille des épingles à chapeau. Le droit à une éducation en français est maintenant protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. De plus, la francophonie de l'Ontario continue de croître et de changer grâce aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, la francophonie est diversifiée, est enrichie par ses divers accents, et on en est fiers. C'est vrai, OK? Donc... On a-tu un accent? Mais non. Oui, pas d'accent. Toi, t'as un accent? C'est pas nous autres qui avons un accent. C'est toutes les autres qui ont un accent. Toutes les autres. Mais même ici, là, en région, OK... On sait de quelle ville ou de quel village tu viens. C'est ça. Ça paraît. C'est ça, c'est pas exactement. Loin. Comme souvent, tu sais, si tu viens de Sudbury, tu roules tes R. T'as Fauquier. Souvent, comme Fauquier, c'était pas mal plus français. Comme un accent plus français. Hearst, un petit peu plus québécois. Hearst, il sonne comme des Québécois. Oui. Ouais. Ça paraît quand tu viens Hearst. Puis, même comme Moonbeam et Cap, il y avait une différence aussi. Parce que les jeunes qui venaient de Cap, eux autres étaient plus capables de parler en anglais que nous. Comme nous autres, le Fauquier, Moonbeam, oublie ça, là, on parlait pas en anglais avant qu'on commence comme secondaire. Même si on avait des leçons d'anglais à partir de la 2e année, là. Oui. Ouais, on parlait en français pendant nos leçons d'anglais. Je me souviens que, comme tous les élèves qui venaient de Moonbeam en 9e année, il y avait de la difficulté dans le cours d'anglais. Oui, on avait de la difficulté. On comprenait rien qu'est-ce que nos profs disaient. Même au collège, même quand j'ai commencé au collège à l'université, on avait un cours d'anglais, puis je comprenais rien. Comme je comprenais là, je comprenais mais ah ouais, puis tu sais, moi j'ai été au post-secondaire en anglais. Ben oui, mais tu venais de Cap, toi, tu parlais en anglais tout le temps. I was the English, I can speak the English. Non, je parlais pas bien anglais en 9e année, mais c'est je dois mon manque d'accent à un de mes amis, là, Patrick, là, qui riait souvent de moi quand que je disais tree. J'ai encore de la misère avec ça. Que je disais mal, là, il me reprenait tout le temps, puis j'ai juste appris à dire comme il faut à cause qu'il arrêtait pas de rire de moi. Fait. René, c'est Thelma Thought. Healthy Thief. Ouais, j'essaierais même pas. Thelma Thought a Healthy Thief. Through the bathtub into the boot. C'est un son bizarre. Il n'y a pas beaucoup de langues qui ont ce son-là. Le TH, c'est ma mort. Maudite gang d'anglais. C'est ma mort. Oh, René. OK. Je disais qu'on était fiers de nos accents, tout ça, pour dire ça. Mais y a-t-il un crime dans
Madame Tremblay a sacré un coup de poêlonne dans le front Mais d'un oui, policier. je te l'ai dit, il y avait eu des morsures, il y avait eu un œil au beurre noir. Ah oui, c'est vrai. OK. Bon. Ça passe. Donc, le peuple franco-ontarien, on a démontré qu'on était un peuple résilient. On a su prendre notre place. De plus, nous aimons célébrer ensemble en tant que communauté, comme la journée du drapeau franco et la fête de la Saint-Jean. Et oui, les gens du Québec, je sais que c'est votre fête nationale, mais nous aussi, on célèbre la Saint-Jean en Ontario. On fait la Saint-Jean. On fait la Saint-Jean, nous aussi. Puis même quand on avait comme on a même un hymne, genre pas national, mais un hymne franco-ontarienne qui s'appelle Notre Place, justement. Je voulais qu'on puisse la jouer, mais René dit « Oh, pas plus faire ça. Faut check. Copyright. » En tout cas, on verra. Peut-être qu'on va pouvoir juste mettre un link pour la chanson si ça vous intéresse de l'entendre. Ouais, ça c'est super cute. On devrait faire ça. On devrait mettre un petit link. Ça se fait. Un lien. Donc, René m'a demandé s'il y a un crime. Excuse. Il n'y a pas nécessairement un meurtre, mais je trouve quand même que c'est un crime. L'injustice que les Franco-Ontariens ont. Ben, tu sais quoi? C'est un crime, René. Techniquement, hein, les deux madames d'éloge qui enseignaient en français, c'était un crime. Ah, ben oui. C'est eux autres qui faisaient le crime. Ouais. Tout le monde qui n'a pas écouté au gouvernement, c'était un crime. Are we the bad guys? Non. Ben, peut-être. Ils ont quand même fait un crime, mais... Ça me fait penser à Star Wars un peu, là, quand tu dis ça. Are we the bad guys? Le Rebellion, là. Mais dans le fond, oui, peut-être. Non. Je pense que les lois étaient stupides. Oui. C'est ça, moi, je me dis. Et finalement, je pense que mon cas, il a été quand même assez long, René, sur ici, hein? Je pense que tu vas dépasser ta moyenne de comme 42 à 45 minutes environ, là. Ouais, d'habitude, c'est à peu près ça. C'était pas un cas que je fais typique d'habitude, typiquement moi, là. J'aime mieux faire des meurtres et des affaires un petit peu plus gory que ça. Ben, gory. Je vais pas dans les gros détails, mais habituellement, moi, c'est plus disparition puis meurtre, mais en tout cas. Celui-là, c'est ça que j'ai été inspiré de ton resource. C'était quand même bon, je l'ai appris, puis c'est bien de savoir comment fort que certaines personnes se sont battues pour qu'on puisse parler en français c'est aujourd'hui. Oui, sinon notre podcast sera en anglais. Sur la piste du crime. Piste, ça serait... Piste, ça serait trail. On the trail. On the trail of the crime. Ben, on the crime's trail. On the crime trail. Crime trail. Ça marche pas. Non, ça a fallu que ça... C'était obligé d'être en français. C'est ça. Ah ouais. Hey, je suis même plus capable de parler. Je déparle. Tu déparles. Je déparle. Donc, merci de nous avoir écoutés encore. Merci d'être assis là puis de nous écouter. Écoutez notre blabla, ouais. Écoutez notre blabla, comme d'habitude. Comme tu as dit au début, c'est médiocre, c'est meh. On essaye, mais pas trop fort. On essaye. Pas trop fort, votre affaire. OK. Pour finir ça, Mireille, on va dire aux gens qui peuvent venir nous trouver sur Facebook ou Instagram. On est sur la piste du crime sur les deux plateformes. Puis on a aussi un groupe privé sur Facebook pour des jasettes plus privées. Là. Puis aussi, si vous nous écoutez, abonnez-vous au podcast. Vous pouvez vous abonner sur Spotify, Apple, YouTube. Comme ça, vous allez avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Oui! Et si vous nous aimez, vous pouvez mettre des petites étoiles. 5 étoiles. Apparemment qu'il y a des petites étoiles. Ah, ben là, tu devrais pas leur dire comment d'étoiles, je sais pas. Peut-être que pour eux autres, ils ne méritent pas 5 étoiles. Ben, moi, je veux qu'ils en mettent 5. Oh, merci aussi à ceux qui nous ont écrit des beaux messages sur Apple Podcast. J'ai vu ça. On a eu des beaux messages, René. Oui, des revues. Ben, ils ont été mis au mois de juin. C'est à cause que tu viens juste les remarquer. Oh, je m'excuse quand j'ai rien dit déjà, que j'ai rien dit d'avance. Ouais, ils vont changer de 5 étoiles à 4. Oh, désolée. Je suis pas trop bonne là-dedans. Et puis aussi, on va être au Pas de crime. Au Pas de crime, oui. Au Pas de crime le 24 août. Donc, si vous êtes dans la région de Montréal ou si ça vous tente de faire un voyage à Montréal, Pas de crime. On va être au Pas de crime. Apparemment qu'il y a quasiment plus de billets. Fait qu'allez rechercher ça sur Facebook, Festival Pas de crime. Puis là, moi, je vais dire que j'ai pas compris. Je sais pas si c'est un jeu de mots, là, mais rien qu'une fois que je l'ai dit, que j'ai figuré. Pas de crime. Ouais, pas de crime. En le lisant, j'avais pas catché. Mais c'est le podcast. Podcast crime, mais ça sonne comme pas de crime. Pas de crime. Il y en a pas de crime. Mais dans mon cas, il y a pas vraiment de crime. Ben oui, enseigner en français, c'est un crime. Ouais, c'est vrai. En tout cas.
Bon, on finit ça, là. Oui. Merci de nous écouter. Bye. Bye!